Allez, c'est parti pour la matinale gestion de fortune, investissement, conseil, profession, CGP, patrimoine 24. Je suis avec Damien Aymar. Damien, bonjour. Bonjour Frédéric. Damien, vous êtes responsable financement privé chez Groupe CVE. Groupe CVE, c'est un groupe qui fait des énergies renouvelables. C'est vraiment d'actualité en ce moment avec le drame qui se noue en Ukraine. Vous vendez quoi? C'est quoi Groupe CVE? Alors tout à fait, le groupe CVE, en fait nous on est un groupe industriel. Ouais. Ce qu'on vend c'est de l'énergie, donc à savoir de l'électricité et du gaz. Comme vous l'avez dit, on est producteur d'énergie renouvelable, un producteur français d'énergie renouvelable. Photovoltaïque, éolienne, vous faites quoi? Alors on fait du solaire photovoltaïque, du biogaz Ouais. et d'hydroélectricité également. D'accord, vous existez depuis? On existe depuis 2009 et on se D'accord. développe en France et à l'international. À l'international, c'est où? À l'international, en Afrique du Sud, aux US et également au Chili qui a un marché très porteur pour nous. D'accord. D'un côté, vous produisez des énergies renouvelables et puis vous devez financer vos opérations industrielles, donc vous émettez de la dette. C'est ça. Et là, vous travaillez avec des partenaires CGP. Exactement. En fait, une des spécificités de CVE dans son domaine, c'est qu'on implique les investisseurs privés depuis plus de 10 ans Ouais. dans notre modèle de financement. Voilà. Donc effectivement, on est émetteur de solutions d'investissement qu'on distribue à travers un réseau de CGP. Quoi? C'est de l'obligation? Alors il y a de la dette et du capital également. Voilà, on a D'accord. des produits actions et des produits obligations. Est-ce qu'on peut parler de la dernière opération financière que vous ayez lancée pour avoir une idée très concrète de ce à quoi ça ressemble? Alors dans notre actualité, là, on a lancé justement cette semaine une nouvelle enveloppe de 50 millions d'euros Ouais. pour financer les activités globales du groupe, le développement du groupe sur les années qui viennent, à savoir le développement donc, de nos projets. D'accord. 50 millions d'euros, c'est de l'obligation. Exactement. On est sur une durée de vie de... Alors les maturités de nos produits globalement sont de 5 ans. Après on a certains produits qui offrent la possibilité de sortie anticipée à D'accord. travers des mécanismes de liquidité. Le réseau de CGP avec lequel vous travaillez, ça représente beaucoup de partenaires Alors on a une centaine de partenaires aujourd'hui et on cherche justement pour à relever élargir. Voilà, on cherche à élargir bien sûr pour relever les défis de notre développement à venir. On cherche à développer davantage notre réseau et Il on doit se y- structure pour ça. Il doit y avoir une forte demande en ce moment. Parce que les marchés actions, c'est compliqué, les marchés obligataires, c'est compliqué. Vous êtes sur un domaine qui a le vent en poupe quand même, non? Ouais, exactement. En fait, on a des produits qui offrent une grande résilience, hein, tout simplement parce qu'ils sont déconnectés des marchés financiers et qui plus est, notre domaine d'activité aussi offre une belle résilience face aux crises puisqu'on finance la transition énergétique et la souveraineté énergétique. D'accord. Au-delà des investisseurs individuels avec lesquels vous travaillez via un réseau de partenaires CGP, je crois que vous avez au capital aussi des investisseurs institutionnels. Alors exactement, on a élargi nos épaules récemment Oui. puisqu'on a deux fonds infrastructures qui sont rentrés respectivement en 2020. On a ICG qui est rentré au capital de la maison mère du groupe et qui a injecté 100 millions d'euros. Ah oui, Et c'est une beaucoup belle plus somme. récemment, oui, tout à fait. Et beaucoup plus récemment, on a Sven Capital Partner qui est venu investir 30 millions d'euros au capital de notre filiale Biogaz. Qu'est-ce que, à votre avis, qu'est-ce que ces grands groupes viennent chercher chez vous? C'est le fait que vous soyez agile, que vous évoluiez très vite, c'est ça? Effectivement, c'est qu'on est une société qui est en fort développement hein, et qui plus est qui est dans un domaine extrêmement porteur. Bon. Si je mets vos papiers en portefeuille, on peut s'attendre à quel type de rémunération? Alors je sais qu'on ne faut pas faire de promesses, mais historiquement, ça a délivré quoi par le passé? Alors, d'un point de vue réglementaire, c'est difficile Compliqué. de parler de rendement. Voilà. Après, je peux parler des tickets d'entrée. Globalement, Oui. on s'adresse à des investisseurs. On a une gamme suffisamment large pour s'adresser à des investisseurs à la fois avertis, avec des produits dont le ticket d'entrée est supérieur à 100 000 euros, mais aussi des investisseurs plus grand public, avec des tickets d'entrée inférieurs à 100 000 euros. C'est le même type d'enveloppe, c'est-à-dire que 100 000 euros, c'est effectivement de l'investisseur averti, qualifié, c'est ça. Et puis, en dessous, c'est quoi? C'est 5, 10 000 euros? Alors, on a des produits à 5 000 euros, des produits à 20 000 euros. D'accord. Voilà, mais c'est des produits, à chaque fois, c'est des produits distincts. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez des partenaires CGP? Vous disiez que vous travaillez avec une centaine de CGP et puis vous avez l'ambition d'élargir ce réseau de partenaires, c'est ça? Pour vous, le CGP idéal, il a quel profil? Le CGP idéal, déjà, il doit être convaincu par ce qu'on fait. Voilà, il doit être convaincu, il doit être lui-même animé par cette sensibilité de la transition énergétique et il doit avoir envie de diversifier le portefeuille de ses clients, De ses clients. et qui plus est en l'orientant vers des solutions qui font sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup cette notion de sens et investir dans la transition énergétique, ça fait sens. Damien, est-ce qu'on peut parler concrètement d'une des dernières opérations industrielles que vous ayez menées, puisque vous levez d'un côté de l'argent pour financer des projets, un des projets qui vous tient le plus à cœur, qui vous semble le plus
emblématique de ce que sait faire groupe CVE. Alors, je parlais du biogaz tout à l'heure, parce que c'est un sujet qui est particulièrement d'actualité. En fait, le biogaz, c'est quoi? C'est un gaz vert et made in France. Ouais. Et donc, nos unités de méthanisation qui produisent du biogaz, on a beaucoup de projets dans les tuyaux. Et on a inauguré dernièrement, il y a quelques mois, une unité en Seine-et-Marne. On a d'ailleurs invité des CGP à l'inauguration. Oui, oui. C'est des choses qu'on peut faire d'ailleurs avec nos partenaires. Et ça, c'est une opération qui traite 25 000 tonnes de déchets, qui représente 12 millions d'euros d'investissement et qui permet d'alimenter la commune de Fontainebleau et les communes alentours à hauteur de 15% de leur consommation en gaz. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est très concret. C'est une réalisation concrète. À un moment, on se dit, oh là là, les approvisionnements en gaz. Alors, on est sur des volumes relativement modestes. Vous pensez que sur le territoire français, ces solutions de biogaz peuvent se développer à plus grande échelle? Il y a un objectif qui est clair, qui est fixé par la stratégie énergétique du pays, c'est d'atteindre 10%. À moyen terme, 10% de la production de gaz. Oui, ça semble possible, effectivement, en développant des projets. Donc nous, on est un des acteurs, il y en a plusieurs. Mais c'est aussi un des moyens, finalement, de s'affranchir du gaz qui vient de l'extérieur. Et là, ce qu'il faut, c'est du financement, travailler avec les partenaires institutionnels et puis les collectivités locales. Exactement. C'est très clair. Merci Damien Aymard d'avoir été avec nous. Allez, on continue la matinale. Je suis maintenant avec Julien Serraki. Julien, bonjour. Bonjour Frédéric. Julien, vous êtes le président de la CNCGP. On va parler rémunération des CGP. La question revient sur le devant de la scène. Pourquoi? Je crois que c'était une affaire réglée. Il y a une réglementation. Oui, mais il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal. C'est la révision des directives européennes. Toute directive européenne est révisée au bout de 2-3 ans après son application. On regarde, on l'applique, on regarde ce qui se passe, et ensuite on fait un petit bilan. Ok, donc on est rentré dans cette phase un peu de bilan, de retour. Le bilan pour vous, vous en pensez quoi? Bon, il est positif. Pour les adhérents de la Chambre, ça a été de toute façon la montagne qui accouche d'une souris, parce que ce que nous dit MIF2, c'est vous devez mettre par écrit les conseils que vous donnez à vos clients. On l'a toujours fait depuis des dizaines d'années en tant que CGP. D'accord. Donc c'était rien de spécial pour nous. D'accord. La place a réagi comment pendant ces 2 années? Écoutez, elle a bien réagi. Alors c'est vrai que des structures plus lourdes que la nôtre ont pu avoir des problèmes pour mettre en place les directives MIF2 et DDA, ce qui n'a pas du tout été notre cas. Donc simplement, il a fallu modifier pour nous quelques lignes de présentation de nos rapports écrits ou de nos déclarations d'adéquation. Ça s'est limité à ça. Aller un petit peu plus loin dans la présentation des frais, mais c'est tout à fait normal aussi d'être transparent aujourd'hui. D'accord. Sur cette question de la rémunération des CGP, j'ai l'impression que la perception des acteurs a un petit peu évolué, parce qu'il y a plusieurs années, on disait, bah oui, qui dit rétrocession dit situation de conflit d'intérêts, donc il faut les enlever. Et puis on s'aperçoit que c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est plus subtil que ça. Oui, c'est plus subtil que ça. Avant, on vous présentait les choses en vous disant, voilà, les commissions, c'est opaque et c'est cher, et les honoraires, c'est transparent et c'est pas cher. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. À partir du moment où tout le monde est transparent, déjà, il n'y a plus d'opacité, que ça soit en termes de commission ou en termes d'honoraires. Et puis, la question du coût aussi, elle se discute, parce que par exemple, sur les honoraires, il y a de la TVA, ce qui n'est pas le cas sur les commissions. D'accord. Ok. Et donc vous avez l'impression que parmi les acteurs, des gens qui avaient un discours un petit peu rigoriste sont sur un discours plus nuancé aujourd'hui, ou pas spécialement? Oui, tout à fait. On avait l'ESMA et le IOPA, qui sont l'équivalent de l'AMF et la CPR en Europe, qui avaient un discours très dur vis-à-vis des commissions il y a encore quelques années, et qui aujourd'hui ont changé. Ils ne parlent plus d'interdiction des commissions. Le mot qu'ils utilisent, désolé pour l'anglicisme, c'est le ban of inducement. Et ce mot-là, en fait, il est mis de côté maintenant, et il nous parle d'un autre anglicisme qui est le value for money. C'est-à-dire qu'il faut justifier vos commissions. D'accord. Simplement, et il faut que ça soit transparent. Donc c'est un discours plus nuancé. C'est un discours beaucoup plus nuancé. On était un peu sur des positions un peu binaires. Voilà, on n'est plus, quand on écoute maintenant le président de l'ESMA ou de l'EIOPA, ils disent, écoutez, cette histoire de ban of inducement, oui, peut-être qu'en théorie c'est bien, mais en pratique c'est compliqué, et puis de toute façon, il n'y a pas de consensus en Europe là-dessus. Donc on ne va pas y aller, mais en revanche, on va aller vers la justification et la transparence, peut-être la plus totale sur les commissions, et c'est très bien. Vous, CNCGP, qu'est-ce que vous pensez de cette question des commissions? C'est quoi votre position et votre analyse sur cette question en tant qu'organisation professionnelle? Je pense que le débat, très honnêtement, commission honoraire, est complètement dépassé aujourd'hui. Enfin, c'est vraiment un débat d'arrière-garde. Moi, je défends ni les commissions, ni les honoraires. J'ai des adhérents qui font soit des commissions, soit des honoraires, et surtout, j'en ai beaucoup qui font des deux. Les deux? J'ai 61% de mes adhérents qui font des deux, c'est-à-dire qui fonctionnent sur un système hybride. Ce que je défends, c'est la liberté de choix pour le client ou pour le CGP,
eh bien de facturer ou de tarifer les conseils comme ils le souhaitent. Faut laisser aux gens décider comment ils veulent rémunérer le conseil ou facturer le conseil pour les professionnels. C'est ça ce que je défends, c'est la liberté de choix, moi. Oui, parce que, in fine, au bout du bout, il y a un moment, il y a une prestation de conseil, il faut bien qu'elle soit rémunérée. C'est une évidence. On ne peut jamais sortir de cette quadrature du cercle. C'est aussi le long débat qu'il y a entre les ETF et la gestion active, mais on en revient toujours à ça. S'il y a du conseil, il faut le rémunérer. C'est clair. Récemment, il y a une grosse étude KPMG qui est sortie sur cette question des rémunérations. J'imagine que vous avez lu tout cela à la loupe. C'est quoi les enseignements que vous en retirez, Julien? Je l'ai lu à la loupe et j'y ai même participé, donc je la connais bien, l'étude KPMG. Il y a 2 enseignements majeurs à cette étude. Cette étude, elle nous dit 2 choses. Elle nous dit d'abord, il y a un problème dans les pays où il y a une interdiction des commissions, il n'y a que des honoraires, c'est essentiellement les Pays-Bas et la Grande-Bretagne, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un advice gap, c'est-à-dire un fossé du conseil. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ceux qui peuvent payer des honoraires sont les plus riches. Et on a le montant. En Grande-Bretagne, c'est 100 000 euros. En dessous de 100 000 euros, vous n'avez pas de conseil. En dessous de 100 000 euros d'avoir placé, j'entends, vous n'avez pas de conseil. Et aux Pays-Bas, chiffre qui m'a surpris, mais que j'ai fait revérifier plusieurs fois, c'est 500 000 euros pour avoir du conseil. Donc, ça veut dire que vous avez 90 ou 99% de la population qui n'a pas accès au conseil. Qui est en dessous le radar. Ça, c'est le premier enseignement, c'est celui-là. Alors, on peut discuter de la taille de cet advice gap, mais on ne peut pas discuter de son existence. Son existence est certaine. Le second enseignement qui est très intéressant, et on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, à la question que vous me posiez tout à l'heure, Frédéric, c'est le coût du conseil. En fait, quand on réintègre le coût du conseil aux honoraires, et quand on compare ça à des systèmes de commissionnement, eh ben, le résultat, par magie, c'est exactement le même. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne, vous avez un coût pour le client, conseil intégré, qui est exactement le même qu'au marché français, italien, allemand ou espagnol, qui sont des marchés de commission. Voire même, pour le marché anglais, c'est plus cher. D'accord, mais c'est clair. Cet advice gap, comme vous dites, c'est assez troublant parce que ça veut dire qu'en deçà d'un certain niveau de portefeuille financier, en fait, j'ai pas accès aux conseillers. Oui, et puis je rappelle que tous les ministères de l'économie européens, des différents pays européens, veulent 2 choses. Ils veulent que l'investissement des particuliers se tourne vers des investissements plus productifs. Oui. En gros, en France, qu'on passe du fonds euro à des fonds actions ou des fonds un peu plus dynamiques que ça. Et puis, qu'on aille aussi vers des fonds écologiquement et socialement responsables. Ouais. Vous pouvez pas faire ça sans du conseil quand vous êtes un particulier, c'est pas possible. C'est clair. Merci Julien d'avoir été avec nous. Merci Frédéric. À très bientôt. Allez, on continue la matinale. Je suis avec Alain Benso. Alain, bonjour. Bonjour Frédéric. Alain, vous êtes directeur du développement chez Richelieu Gestion. On vous retrouve chez Richelieu Gestion. Tous les partenaires vous ont connu dans d'autres maisons. On est content de vous retrouver. Eh bien, moi aussi. Bon, c'est quoi votre mandat chez Richelieu Gestion? Le mandat est très compliqué parce que c'est succédé à Michel Dinet qui a repris il y a 4 ans. Qui était une star quand même. Et qui l'est toujours d'ailleurs, et à qui on souhaite tout le succès dans sa nouvelle entité. Mais c'est donner donc la deuxième partie du nouveau Richelieu avec entre autres la volonté de remettre de la notoriété et la mise en avant de nos stratégies. Richelieu, c'est une maison qui a déjà une belle notoriété, c'est un des acteurs historiques sur le marché français. C'est un des acteurs historiques car depuis le début des années 90, c'est une société qui a accompagné le développement des conseillers en gestion de patrimoine jusqu'à grosso modo 2008, avant de connaître une dizaine d'années un peu plus en stand-by. Et l'arrivée... Exactement, mais de but, c'est le terme. Vos expertises, c'est quoi aujourd'hui chez Richelieu? Vous gardez une gestion qui est une gestion, comme on dit, de conviction. Exactement. L'ancien de Richelieu Gestion qui a apporté de la valeur et qui continue à apporter de la valeur reste à l'image là-dessus n'a pas exactement de Family. Par contre, le nouveau managérial de la société a voulu également donner ou insuffler une orientation plus moderne, ou en tout cas plus dans l'air du temps, avec une orientation plus à l'international, que ça soit sur la partie gestion collective ou la partie gestion sous mandat. À l'image d'ailleurs de la création de notre fonds Richelieu America ou Richelieu Harmony. Gestion sous mandat, on peut en parler un petit peu parce que moi je vous connaissais surtout sur le versant gestion collective. La gestion sous mandat, ça représente quoi chez vous?
La gestion sous mandat, c'est 40% de notre actif, qui est à un petit peu moins d'1 milliard d'euros aujourd'hui. C'est une équipe de 4 personnes qui sont dédiées, avec quelques particularités. Par exemple, Alexandre Aizé, notre stratégiste, est directement en lien sur la partie allocation. Et ensuite, c'est 4 personnes qui sont responsables chacun d'une entité. Donc, ça va être quelqu'un qui va être dédié à la partie OPCVM, quelqu'un dédié au picking européen et une dernière personne dédiée... Sur les titres vifs. Exactement, sur les titres vifs. On est sur ces mandats de gestion en architecture ouverte. Nous sommes en architecture ouverte dès les premiers montants. D'accord, c'est clair. Alain, vous n'êtes pas le seul opérateur sur la place de Paris à faire du mandat. Qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce qui fait que je vais plutôt travailler avec vous? Alors, 3 raisons, a priori. La première, c'est l'importance ou l'intégration d'Alexandre Aizé dans la partie stratégie et allocation. La deuxième, c'est une dimension de 4 personnes qui sont dédiées au quotidien à la gestion des portefeuilles. Et la dernière, c'est presque quelque chose qui est différent sur la partie stratégie, c'est le fait d'intégrer déjà, dès le début, plus de 50% d'investissement hors Europe. Hors Europe. C'est la capacité à sortir, entre guillemets, de sa zone de confort. Exactement. Et aller sur l'international. Voilà. C'est compliqué, ça. C'est compliqué, c'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes qui sont dédiées. C'est également aussi une raison pour laquelle peu d'acteurs aujourd'hui le proposent. D'accord. C'est vrai que quand on a préparé cet entretien, je voulais savoir ce qui vous tenait à cœur. Vous me disiez, on a en portefeuille, au catalogue, Richelieu America. Ça illustre cette dimension ouverture sur l'international que vous poussez chez Richelieu. Exactement. Richelieu America, c'est presque même une success story, parce que même avant de parler du produit en lui-même, c'est un fonds qui n'a pas encore ses 3 ans et qui a dépassé les 100 millions d'euros d'encours. Donc pour nous, c'est une vraie réussite. Et ça s'explique comment? Pourquoi si je veux investir sur les États-Unis, pourquoi Richelieu America plutôt qu'un autre? Alors, on ne va pas commencer par la performance, parce que même si c'est un élément clé, la structure de gestion du fonds, qui est assez atypique, avec une poche qui, sur les dividendes aristocratiques, donc toutes ces sociétés qui ont cette faculté à avoir une croissance du dividende sur les 15 dernières années. Quelles que soient les conditions. Exactement, quelles que soient les conditions, y compris pendant la crise de 2008, par exemple. Et cette poche varie de 50 à 80% du portefeuille, et une poche beaucoup plus opportuniste sur les tendances de marché, sur les tendances qui sont en croissance, qui, elles, varient de 20 à 50%. C'est un des premiers éléments qui a permis d'ailleurs la performance du fonds sur les 3 dernières années. Ouais. C'est vrai que le dividende, on l'oublie, mais quand les marchés sont compliqués, ça a un effet amortisseur. Exactement. Et donc, les sociétés qui sont capables de maintenir du dividende, quels que soient les environnements de marché, c'est privilégié. Exactement. Et c'est plus que maintenir, c'est une croissance. D'accord. En tous les cas, merci de ces lumières sur America. Et puis, surtout, merci de ne pas avoir parlé de ESG, parce qu'effectivement, tous mes invités me parlent de ESG, la main sur le cœur. Et donc, vous avez fait l'économie. Vous n'êtes pas ESG, vous seriez bien le seul. Eh bien si, nous sommes ESG. Ça a été aussi un des énormes travaux qui a été fait sur les 4 dernières années. La totalité de notre gamme est article 8. Donc, nous n'avons pas encore le label pour des raisons... concerne la gestion sous mandat. Mais par exemple, notre fonds Richelieu America est article 8 avec une approche ESG à l'européenne. À l'européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans certains fonds américains labellisés ISR, nous pouvons retrouver des sociétés d'armement, par exemple, ce qui n'est pas le cas dans notre fonds. D'accord. Ok, donc il y a une certaine exigence, une certaine sélectivité. Ce fonds, Richelieu America, il a quel âge? Alors, il a 2 ans et demi. Il a été créé en décembre 2019 et j'en profite. Et il est à peu près à 50% de performance depuis sa création, soit 10 points au-dessus de son indice. C'est clair. Merci Alain d'avoir été avec nous.